Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast, épisode je viens de me lancer dans un truc, épisode 31, 30, 31, un truc comme ça. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'item 226. L'item 226, c'est un item qui porte sur les maladies thromboemboliques veineuses de manière générale. Moi, pour rendre ça un peu plus simple et plus fluide, je me suis vraiment concentré sur l'embolie pulmonaire, pas sur les thromboses des membres inférieurs, etc. Ça, je l'ai pas du tout évoqué. On est vraiment sur l'embolie pulmonaire sur cet épisode. C'est ça qui est important. On continue l'histoire et puis on avance tout simplement. L'homme entra dans la pièce. Il était grand, habillé en noir, avec les deux bagues serties de gemmes bleues à sa main droite. Il n'y avait pas de doute, c'est l'homme dont M. Gold était en train de parler. Son visage était fermé, cheveux marrons, yeux marrons. Il n'y a que l'obscurité dans son regard. Il regarda rapidement toute la pièce, avant de s'arrêter sur Julie. Il la fixa. Milo s'avança vers lui, et droit dans les yeux, sans aucune marque de politesse, avec une voix grave, lui demanda « Qui es-tu » Son interlocuteur commença par serrer le poing. On entendit ses articulations craquer. Puis il sourit. Il finit, après quelques secondes d'attente, par répondre « Je suis Wells, un des 4 piliers des Parares. » Il laissa un blanc de quelques secondes. Puis il reprit, en gardant son sourire malicieux. « Mais avant de me poser des questions, tu devrais t'occuper de ta fille, elle n'a pas l'air très bien. » Milo se retourna et vit Julie, main sur la poitrine, qui avait du mal à respirer. Médici, à côté d'elle, était déjà en train de lui donner un médicament, et il avait sorti son ECG portable pour évaluer son cœur. La voix de Wells se fit entendre à nouveau. « Je suis plutôt doué pour évaluer les probabilités. Je dirais qu'elle a au moins 70% de chance de mourir aujourd'hui. » Et il se mit à rire, aux éclats. Médici, lui, continuait sa prise en charge. Il avait sorti un appareil d'imagerie. On voyait les vaisseaux sanguins de Julie, et un, au niveau des poumons, était bouché. Médici expliqua rapidement que l'état était grave, avec un risque de décès élevé. Il faudrait qu'il fasse un acte en intraveineux, mais il n'avait pas le matériel pour faire ça. Trizy hurla sur Wells. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il eut un sursaut de rire, puis expliqua. « Vous voyez ces bagues ? La première me permet de créer des bulles d'eau. La seconde me permet de solidifier toute texture liquide, entre autres les bulles. Et là, je viens de créer une petite bulle solide dans le poumon de votre habit, ce qui l'empêche de respirer. Et vos traitements ne serviront à rien, ma bulle ne bougera pas. » Trizy se tourna vers Médici, il acquiesça. Au même moment, Julie se mit à cracher du sang. C'en était trop. Trizy mit sa bague. Elle généra un pic de métal dans sa main, la saisissant comme un poignard, puis dans un accès de rage, fonça sur Wells. Celui-ci eut le temps de lever le bras, il claqua des doigts. Il se retrouva alors seul, avec Julie. Celle-ci ne semblait plus avoir de douleur. Son sourire s'évanouit et laissa place à une dernière phrase. Il est temps de passer aux choses sérieuses. C'est la fin de l'histoire, on peut passer à la traduction médicale. Et pour ça, je vais commencer par un petit point épidémio très rapide, juste pour que tout soit clair. L'incidence annuelle. L'incidence annuelle des maladies thromboemboliques veineuses, c'est de 1 à 2 cas pour 1000 habitants. Là, je parle bien des maladies thromboemboliques veineuses de manière générale, je précise. Et l'incidence, elle augmente avec l'âge. Du coup, elle est de 1 à 2 cas pour 1000 habitants en général, mais ça peut monter jusqu'à 1 sur 100 habitants après 75 ans. Bon, c'était le petit point épidémio. Mais pour diagnostiquer une embolie pulmonaire, il y a 3 grandes étapes à suivre. Premièrement, il faut suspecter le diagnostic. C'est essentiel, le diagnostic d'une embolie pulmonaire, c'est une urgence thérapeutique. Il faut établir une probabilité clinique d'embolie pulmonaire, puis prescrire un examen paraclinique. C'est les 3 grandes étapes. Suspicion de diagnostic, probabilité clinique, puis examen paraclinique. Les 3 étapes. Il faut avoir un diagnostic d'embolie pulmonaire avec certitude en 24 heures en se basant sur la probabilité clinique et les examens paracliniques. Et là, on rejoint l'histoire avec Julie qui a mal au niveau des poumons et a du mal à respirer. Au niveau clinique, il va y avoir une douleur thoracique de type pleural qui pourrait être augmentée à la pression ou à la percussion et associée à des expectorations hémoptoïques. Ces expectorations qui sont reflétées par les crachats de sang. On va aussi retrouver une dyspnée brutale, inexpliquée. Elle est souvent brutale, mais elle peut être progressive aussi, avec une auscultation pulmonaire normale. Et ça peut provoquer un état de choc avec ou non des signes d'insuffisance cardiaque droite. Au final,
L'auscultation pulmonaire est souvent normale, mais attention parce que l'examen clinique il peut aussi être normal. Et ensuite on passe aux premiers examens complémentaires, et c'est là que Medici va tout de suite sortir son ECG. En première intention, on doit faire une radio thoracique et un ECG pour exclure les diagnostics différentiels. La radio thoracique, elle va exclure la pneumonie, le pneumothorax ou une fracture de côte. Et le CG, lui, il exclut l'infarctus du myocarde et la péricardite aiguë. Le gaz du sang n'a pas d'intérêt en première intention. Mais avant d'aller plus loin dans les examens complémentaires pour réaliser le diagnostic, je vais évoquer la fameuse probabilité clinique, la deuxième grande étape. Elle est basée sur des scores et permet d'établir une prévalence de l'embolie pulmonaire ainsi que les examens complémentaires qui vont en découler. Par exemple, une probabilité clinique faible, ça indique une prévalence de moins de 10%. Si elle est intermédiaire, on va compter une prévalence entre 30 et 40%. Allez, si elle est forte, la prévalence va être supérieure à 70%. C'est ce que Wells dit. Julie a plus de 70% de chances de mourir. Bon là, il parle de mourir alors que c'est juste la prévalence, 70%. Donc on peut comprendre qu'elle a un score de probabilité clinique qui est fort. Au total, il y a deux types de scores. Il y a le score implicite, qui est sur 3 points, qui se base sur la présence de signes cliniques évocateurs, sur la présence de facteurs de risque et sur l'absence de diagnostic alternatif. Plus le score est haut, plus la probabilité clinique est forte. Et ensuite, il y a les scores explicites, que sont le score de Wells, il sort pas de nulle part ce Wells, et le score révisé de Genève, qui eux se basent, qui sont un peu plus complets, qui se basent sur des antécédents, les comorbidités et les données cliniques pour établir la probabilité clinique. Et une fois qu'on possède cette probabilité clinique, on peut passer à la troisième étape qui est les examens complémentaires. Pour une probabilité faible ou intermédiaire, on va commencer par un dosage des dédimères. S'ils sont positifs, on fera un angioscanner qui confirmera ou non le diagnostic. Si la probabilité est forte, on fait direct l'angioscanner, et c'est ce qui se passe avec Medici qui étudie les vaisseaux de Julie. Les dédimères, ils sont très sensibles, donc s'ils sont négatifs, ça exclut le diagnostic d'embolie pulmonaire, alors que l'angioscanner, lui, est très spécifique. S'il est positif, il confirme le diagnostic. Si jamais l'angioscanner n'est pas possible, pour une raison, pour une contre-indication ou pas disponible ou peu importe, on peut faire une scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion. Et si on prend son acquisition planaire, elle va avoir une très forte sensibilité, donc elle exclut le diagnostic si elle est négative, et elle a aussi une bonne spécificité et confirme le diagnostic si jamais la probabilité clinique elle est intermédiaire ou forte. Si jamais on est sur une embolie pulmonaire à haut risque, avec un état de choc, là on va faire une écho cardiaque transthoracique en première intention. Et ensuite on peut aussi évaluer le pronostic de l'embolie pulmonaire. On se base sur des paramètres cliniques comme la pression artérielle ou le score SPSI, et sur des paramètres paracliniques comme la dysfonction ventriculaire droite et l'élévation des biomarqueurs. Grâce à ça, on obtient un stade de sévérité ou un risque de décès parmi 4 possibilités. Soit il est faible, soit il est intermédiaire faible, soit il est intermédiaire élevé, soit il est élevé. Et la distinction entre les deux stades intermédiaires se fait par la positivité ou non du dosage de la troponine. Ensuite, le traitement, ça, c'est une anticoagulation qu'on va mettre en place dès la suspicion du diagnostic, sans attendre la confirmation par les examens complémentaires. C'est pour ça que dès le début, Medici donne les médicaments à Julie. Attention quand même au risque hémorragique des anticoagulants. Et quoi qu'il arrive, il faut quand même faire un bilan biologique pré-traitement. Les médicaments de première attention, c'est le rivaroxaban et l'apixaban, qui sont inhibiteurs du facteur 10 activé. Ils sont pris par voie orale, ils ont une action rapide, une demi-vie courte, et sont aussi efficaces que les antivitamines K. Mais ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale sévère. En deuxième possibilité, on peut faire un traitement héparinique avec relais par AVK. La warfarine, c'est l'antivitamine K de référence. Le traitement va durer au moins 3 mois. Et il faut réaliser une éducation thérapeutique sous anticoagulant. Là, j'avoue, je vous balance un peu des infos à la chaîne, mais c'est comme ça.
Et du coup, autre traitement possible, c'est si le risque de décès il est élevé, la thrombolyse intraveineuse peut être réalisée. Et ça, c'est reflété par l'acte intraveineux que Médicis ne peut pas faire dans les conditions dans lesquelles il se trouve. Ensuite, il y a différents lieux de prise en charge qui vont changer selon le risque de décès. Si le risque est faible, ça va être une hospitalisation courte. S'il est intermédiaire, on va plus être sur une hospitalisation classique ou en unité de soins intensifs si c'est intermédiaire élevé. Et si le risque est vraiment fort, là ça va être en réanimation tout de suite. Ce sera le cas si le patient est en hypotension ou en état de choc. Et dernière petite info, c'est que il existe des traitements prophylactiques post-opératoires pour prévenir l'embolie pulmonaire. Et avec ça, je pense qu'on a déjà fait un bon tour de l'embolie pulmonaire avec les signes cliniques, l'évaluation des différents scores, les examens réalisés et les traitements. Ça me paraît pas mal. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite de bonnes révisions.